Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Martin Lenné. Alors, Bonjour enchanté, Martin, merci d'être là. Merci de m'avoir accueilli. Je t'ai présenté très rapidement comme étant préparateur physique au Stade Français, mais pas que. Quel est ton rôle au sein du club de rugby de la capitale ? Alors moi je suis responsable entre guillemets sur les aspects scientifiques du club. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je gère tout ce qui est charge d'entraînement des joueurs, toutes les données physiques qu'on peut avoir sur la charge d'entraînement. Ça veut dire être capable d'évaluer la fatigue des joueurs. Est-ce qu'il faut les pousser plus ? Est-ce qu'il faut réduire la voilure un peu avec eux ? Voilà. Dès qu'il y a des données, des datas physiques qui sortent un peu à travers les différents outils qu'on peut avoir, vous savez qu'aujourd'hui il y a les GPS, il y a les cardiofréquences-mètres, il y a pas mal d'outils pour mesurer des choses, les efforts physiques des joueurs. Et dès qu'il y a de la data qui sort, c'est moi qui est chargé un peu de l'analyser et de fournir des préconisations au staff sportif. Voilà. Est-ce que vous le faites en live pendant les matchs ou c'est pendant les entraînements pour adapter la préparation ? Alors on le fait les deux en fait, on fait à la fois entraînement et à la fois match. Alors c'est sûr qu'en match c'est souvent un petit peu moins prépondérant parce qu'il y a quand même les aspects coaching, il y a le rugby aussi qui doit rester premier, mais pendant les entraînements tout ce que fait le joueur aujourd'hui est monitoré, donc ça veut dire qu'on a un suivi des données physiques. Je vais voir la distance qu'il parcourt, le nombre d'accélérations qu'il peut faire, on va regarder son rythme cardiaque en temps réel, donc voilà, on va tout essayer de paramétrer les choses aussi de manière logique, on va dire scientifique par rapport à tout ça. Alors c'est quoi justement les éléments que vous regardez en priorité ? J'imagine qu'en fonction des postes, c'est pas forcément les mêmes choses qu'on attend, ou bien c'est avant tout des données globales ? Il y a les deux, on regarde à la fois des données globales sur l'équipe pour prendre des décisions à l'échelle de l'équipe, et puis après il y a des décisions qui sont prises à l'échelle individuelle ou on va dire au poste, ça va être les avants, les trois quarts, les deuxièmes lignes, troisième ligne, etc. Après c'est vrai qu'aujourd'hui le profil du joueur est plutôt assez polyvalent quand même. Ça a changé quand même sur les 15-20 dernières années. Donc on a quand même des logiques de préparation similaires entre les postes, mais on va garder des spécificités, par exemple le travail en force en mêlée. Nous au Stade Français, on a une machine par exemple qui capte la pression exercée sur une machine de mêlée. D'accord. Et, on va regarder les niveaux de force qui sont produits et essayer de développer les meilleurs niveaux de force des joueurs de première ligne par exemple. Donc voilà, il y a quand même un petit peu d'individualisation dans ce qu'on fait, mais on a aussi des logiques aussi similaires parce qu'en final ils doivent être tous capables de courir sur le terrain, tous capables de sprinter si la situation le demande. Donc voilà. Donc c'est des données d'athlètes complets, on va dire maintenant. Ouais. Aujourd'hui le rugby de haut niveau c'est pas compliqué, c'est quelqu'un qui doit savoir courir, sauter, plaquer, faire des efforts de combat. Donc il y a beaucoup de choses. Il doit être très fort en endurance, très fort dans les efforts explosifs. C'est un athlète complet quand même aujourd'hui. Voilà. Alors avec l'équipe de France, on parle beaucoup des entraînements à haute intensité, donc j'imagine que tu as ton mot à dire avec les datas, notamment tu adaptes, on va dire, la préparation physique en équipe en fonction des datas que tu as. On parle beaucoup d'entraînement à haute intensité, notamment avec Thibaut Giroud, qui est le responsable de la performance du 15 de France. L'idée étant de s'entraîner plus fort que l'on ne joue pour justement être habitué à ces efforts de très haute intensité. Est-ce qu'en club, sur une gestion beaucoup plus longue, on peut avoir ce même type d'entraînement ou finalement à cause des blessures que ça peut évidemment provoquer, c'est impossible ? Alors on peut le faire. Après les blessures elles viennent aussi des fois aussi de la mauvaise gestion ou d'un manque de progressivité par exemple dans ce qu'on va faire, mais on peut le faire en club. Nous on a des jours dédiés par exemple à J+3 on va dire par rapport au dernier match. C'est notre jour souvent intensif où il y a pas mal de volume, ils vont courir beaucoup, ils vont sprinter, ils vont accélérer dans des laps de temps assez courts. On peut le faire. Après, tout est question de bonne intelligence parce qu'avec l'enchaînement des matchs, évidemment, la fatigue s'accumule. On a une fatigue cumulative. Du coup, il faut être capable, sur une saison de top 14, qui est très très longue par rapport à une Coupe du Monde, d'adapter les volumes d'entraînement, des fois réduire la voilure. Au lieu de faire 14 ou 15 km sur la semaine, on va en faire 10, 12, 13. Et aussi, au cas par cas, d'avoir une gestion individuelle de chaque joueur parce qu'il y en a certains qui vont enchaîner les matchs, d'autres qui vont faire beaucoup
beaucoup d'entraînement physique mais ne jamais jouer. Donc voilà, il faut avoir un double regard à la fois sur ce que fait le joueur lui individuellement et ce que l'équipe fait à l'échelle d'une saison en termes de fatigue accumulée. C'est hyper important. Est-ce que vous avez des données également sur le risque de blessure, le risque de rechute en fonction de l'accumulation des matchs? Par exemple, on va dire au staff, attendez, là il a déjà enchaîné, je sais pas, 3 matchs en 3 semaines. Le 4e, on a un risque aggravé? Ouais, je pense que t'as l'air informé aussi un petit peu. Oui, mais souvent on dit qu'à partir du 3e match, le risque de blessure augmente pratiquement de 50%. D'accord, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc ça veut dire qu'un joueur qui va enchaîner sur un 4e match, on prend des risques quand même de le mettre sur le terrain. Après, comme tu sais, on peut aussi gérer les temps de jeu. Il y a des postes où les premières lignes, les talonneurs, etc., ils vont pas forcément faire tout le match. Ils le font même très rarement. Mais néanmoins, on va essayer de regarder tout ça, les temps de jeu. Il n'y a pas que ça, aussi les distances qu'ils ont fait à haute intensité pendant la semaine. C'est important parce que s'ils fournissent un gros match en termes de combat et de course, ça va conditionner par exemple les techniques de récupération qu'on va avoir avec lui. Des fois, il va rater un entraînement, on va le laisser tranquille par exemple sur un entraînement parce qu'il a besoin de récupérer. Donc tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte et qui ne sont pas négligeables parce que déterminants sur le risque de blessure. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, nous on essaye au Stade Français de faire régulièrement par exemple sprinter les joueurs très rapidement pour pas attendre que ça arrive sur le match. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte qu'il y avait des lésions musculaires aux ischio-jambiers, voilà, des choses qu'on a pu voir aussi sur les Coupes du Monde, etc., qui arrivaient par manque de préparation par rapport à tout ça. Parce que le manque d'habitude du joueur de faire des sprints à haute intensité. Voilà, il ne faut pas attendre que le match pour être prêt pour sprinter, il faut le faire en amont et protéger un peu, on va dire, les muscles. Hein. Donc voilà, on essaie d'avoir des stratégies un peu en amont pour prévenir les blessures. Alors, tu as pas mal de joueurs que tu as vu passer qui sont actuellement à la Coupe du Monde. Moi, il y en a un qui retient mon attention, notamment pour des raisons athlétiques, c'est Sékou Makalou, qui, tu parlais de polyvalence. On a là un 3e ligne capable de jouer ailier, capable de bien jouer ailier. On l'avait vu face à l'Afrique du Sud. C'est un athlète hors norme, Sékou Makalou? On va dire qu'il a un super pouvoir. Hein. Sékou, moi personnellement, j'ai très rarement vu un super pouvoir pareil. C'est qu'il est très très rapide, hein, tout simplement. Il a une grosse explosivité, il a une grosse vitesse lancée. Une fois qu'il est lancé aussi, il arrive à conserver sa vitesse. Voilà, nous on l'a déjà flashé à plus de 38 km/h. Hein, c'est énorme. Quand on voit Usain Bolt qui va à peine, je crois que c'est 41-40 km/h, il me semble. On n'est pas très loin d'Usain Bolt quand même, finalement, même s'il y a un monde bien sûr. Oui, il a un super pouvoir et je pense que c'est très intelligent de l'utiliser à la fois à l'aile ou nous on avait cette stratégie aussi par exemple en passé de l'utiliser dans les couloirs. C'est-à-dire qu'une fois que la première action qu'on avait exploité un sens de jeu, on laissait ses coups dans un couloir pour utiliser sa vitesse voilà, et déborder en fait ses vis-à-vis. Et c'est vrai que c'est très impressionnant que l'on l'entraîne ou qu'on soit spectateur, c'est toujours hyper impressionnant. C'est le plus rapide au Stade Français ou il y a quand même des ailiers, je pense à, je sais pas, à Dakouvaka notamment, il y a quand même de beaux athlètes, j'ai envie de dire, au Stade Français. Ouais, là tu lances un défi en fait, hein, tout simplement, hein, parce qu'on n'est pas encore capable de savoir si c'est Penyassi Dakouvaka ou Sékou le plus rapide, tout simplement parce qu'on les a pas eu toujours en même temps et puis on n'a pas eu l'occasion de les faire sprinter l'un contre l'autre, hein, mais le défi peut être relancé, hein, tout simplement. Mais on est dans cet ordre-là, quoi. On est dans cet ordre-là. Dans des stades déliés. Honnêtement, Penyassi, voilà, c'est hyper impressionnant aussi. Voilà, en plus, il a cet aspect en plus qui nous plaît beaucoup au Stade Français, c'est qu'il défend aussi, il aime bien défendre, etc. Ce qui arrive parfois avec des joueurs fidjiens qui aiment beaucoup l'offensif et il aime bien aussi le défensif. Mais oui, c'est deux phénomènes. De toute façon, si on leur laisse 1 ou 2 mètres, c'est terminé. C'est terminé. On l'a vu d'ailleurs face à l'Uruguay. Alors l'essai a été refusé pour Sékou Makalou, mais on a vu que face à des 3/4 qui jouent en Pro D2 ou autre, il était plus rapide qu'eux. Ouais. On a pas mal de questions dans le chat. Alors ça peut être un peu décousu, on reprendra le rythme après, mais elles sont intéressantes ces questions. Myrti qui nous dit, notamment sur la récupération, j'aurais une question. À un moment, on utilisait beaucoup la cryothérapie pour la récupération. Est-ce que c'est toujours le cas et quels sont, on va dire, si c'est toujours le cas, les bienfaits de la cryothérapie? Ouais. On l'utilise toujours, oui, effectivement, Myrti. On utilise aussi les bains froids. Donc souvent, on alterne entre la cryothérapie et les bains froids. Cryothérapie, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est juste du froid
sous forme de gaz, on va dire, qui est envoyé aux joueurs. Donc on est sur des températures très 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 faibles. Et oui, là, ça permet de réduire un peu la température corporelle et puis surtout le taux d'inflammation des joueurs. Parce que quand ils sortent d'un match, ils sont mâchés, ils ont des hématomes, ils ont pris des coups, voilà. Et c'est très intéressant à court terme. Pourquoi ? Parce que des fois, quand ils enchaînent les matchs ou ils enchaînent les entraînements difficiles, on a besoin, comme si vous fouliez la cheville, on a besoin de diminuer le taux d'inflammation sur les zones musculaires. Et ça permet une récupération un peu plus rapide, de le rendre un peu plus frais, on va dire, rapidement. Et aussi, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait un effet sur le sommeil. Donc, ça peut être intéressant aussi sur le sommeil. Quand on fait des déplacements, par exemple, on peut utiliser la cryothérapie pour essayer de redonner un bon cycle de sommeil aux joueurs. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que moi j'ai vu une interview de Erling Haaland. On lui demandait un peu quel était son secret et lui disait que c'était le sommeil. Parce que c'est vrai que quand on parle de récupération, on parle de cryothérapie, on parle de massage, on parle de faire une pause dans l'entraînement, de sauter un match. Le sommeil, c'est quelque chose que vous monitorez aussi, que vous surveillez, ou c'est davantage des consignes données aux joueurs ? Alors il y a les deux. Évidemment, on donne des consignes aux joueurs. Il y a toujours des préconisations, des protocoles qu'on conseille. Après, c'est aussi à eux de l'appliquer parce que 80% du temps, ils sont quand même chez eux. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des outils comme des montres de connecter, des montres qui nous permettent d'évaluer la qualité du sommeil, etc. Donc certains joueurs regardent ça et nous en font part. Ils vont essayer d'avoir un sommeil profond, par exemple, pour récupérer leur capacité physique. Mais il a tout à fait raison, Erling Haaland, parce que souvent, une des données qui est le plus corrélée, par exemple, au taux de blessure, c'est le fait d'avoir un bon sommeil. Si on a un bon sommeil, le taux de blessure va être un petit peu plus bas, à l'échelle macroscopique, on va dire, mais c'est hyper important. On estimait, il y a quelques années, on donnait cette stat que si on n'arrivait pas, en tant que sportif haut niveau, à avoir 8 heures de sommeil, on multipliait par 2 son risque de blessure. Alors évidemment, chacun, il y en a certains qui ont besoin de dormir peu, beaucoup, etc. Mais ça permettait d'avoir un cap à donner aux joueurs, 8 heures de sommeil, et puis de se dire, il faut faire l'effort de se coucher tôt. Quitter les écrans aussi, des fois, les smartphones. On leur donne des préconisations pour essayer de quitter les écrans un peu plus tôt le soir. Alors à quelle heure, par exemple, vous leur dites, par exemple, Martin Fourcade, alors lui c'est un peu différent parce que c'est un sport de visée notamment, s'interdisait le téléphone le soir parce que lui il estimait que pour sa concentration, son focus et son sommeil, c'était pas bon. Alors les fournisseurs téléphoniques, la télémobile est très maligne parce que si tu veux, les téléphones envoient une lumière bleue qui a un effet stimulant sur l'éveil. Donc de ce fait-là, en fait, ce qu'on préconisait auprès des joueurs, c'est de mettre des filtres anti-lumière bleue, justement, ce qui leur permet de continuer à regarder leur téléphone s'ils ont envie de faire quoi que ce soit, regarder Twitch par exemple, mais qui permettait de ne pas avoir cet effet d'éveil permanent, etc. et de permettre l'endormissement progressif du joueur, tu vois. Donc on fait aussi très attention au sommeil. On fait très attention à ça, et donc par exemple 1 heure avant de se coucher, c'est bien quand même de réduire quand même. Que vous soyez sportif de haut niveau ou pas, dans le chat. Je continue avec les questions. On a Bibi qui nous parle justement des blessures. Est-ce qu'il n'y a pas des blessures de plus en plus fréquentes en raison d'une éventuelle surmusculation et notamment liée justement, c'est un peu sa question en général sur. Alors c'est difficile à évaluer, une surmusculation. Mais je me permets, c'est vrai que le physique des joueurs a évolué. On a des joueurs plus costauds maintenant que par le passé encore. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pris de la masse musculaire depuis 20 ans, c'est évident. Après, il y a eu une époque où on avait quand même des joueurs qui étaient un peu plus bodybuildés qu'aujourd'hui. Pourquoi un petit peu, on est un peu moins entre guillemets bodybuildé aujourd'hui, parce que on va chercher un peu plus la puissance, la vélocité, la vitesse des joueurs, et on se rend compte que parfois c'est contradictoire avec le fait d'être rapide sur le terrain, ça sert à rien d'être une montagne de muscles. Donc et peut-être il peut y avoir des blessures, si je relis un peu le message, ligamentaire ou tendineuse liées à une forte masse musculaire, mais à mon sens, moi j'ai pas eu beaucoup d'exemples qui peuvent à donner. Donc je pense que c'est plutôt le contraire aujourd'hui. On est en train plutôt de réduire la voilure par rapport à la prise de masse musculaire des joueurs. On en a toujours évidemment, mais on en a réduit un petit peu la voilure. Est-ce que il est vrai que certains joueurs sont interdits de musculation? C'était un bruit qui courait par exemple sur Henri Tuilagi quand il jouait à Perpignan. J'ai entendu dans un podcast australien
un joueur disant que Tuisova également, on avait été obligé de l'interdire parce qu'il avait pris, je crois, 17 kilos quand il était arrivé à Toulon. On a dit maintenant ça suffit. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'on interdit des joueurs de musculation? Alors peut-être ça peut arriver dans certains clubs, etc. Mais moi, à ma connaissance, j'ai rarement vu ça. Pourtant, j'ai eu quelques phénomènes aussi. En fait, je pense que c'est plus ce qu'on va leur demander en termes de qualité physique à développer. D'accord. Évidemment, Tuisova, si on fait de la prise de masse musculaire, si on essaye de faire de l'hypertrophie musculaire, donc augmenter ses volumes musculaires, ça a très peu d'intérêt parce que c'est un joueur qui a naturellement des fibres rapides en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très explosif, très fort naturellement, et il a des gros volumes musculaires. Donc avec lui, on va peut-être travailler davantage sur du gainage, sur des efforts de vitesse, mais qui ne permettent pas de prendre du muscle, en fait, tout simplement. Donc, de ce fait-là, il n'est pas exempté de faire de la musculation, du renforcement musculaire. Mais c'est vrai que si on ne va pas les mettre sur des cycles, sur du travail de musculation qui va leur permettre de développer leur masse musculaire parce qu'ils sont déjà très musculeux. Et après, c'est vrai que ça fait écho à ce que je disais, c'est que ça va être contre-productif pour la vitesse, pour les changements de direction, la vivacité des joueurs. Voilà. Alors au Stade Français, tu as vu passer pas mal de joueurs qui disputent la Coupe du Monde. Certains sont encore sous contrat. Ouais. Je vais rester un petit peu sur justement les Fidjiens parce que tu as eu au Stade Français notamment Waisea. Est-ce que du côté des Fidjiens, on a, et je crois que Dakuvaka il est Fidjien ou il est d'origine fidjienne. Est-ce qu'on a vraiment morphologiquement une morphologie fidjienne ou plusieurs morphologies qui font vraiment que ce sont des athlètes différents ou pas tant que ça, mais c'est vrai que physiquement on a l'impression que sont les meilleurs joueurs du monde quasiment. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des qualités. On peut pas nier qu'ils ont des qualités naturelles. C'est vrai que si vous prenez 10 joueurs fidjiens, il va y en avoir au moins 9 sur 10 qui auront des qualités d'explosivité, de force, de puissance qui sont au-dessus de la moyenne. Donc ils ont quand même un patrimoine génétique qui est très intéressant pour la pratique du rugby. Alors souvent, des fois, ça arrive aussi que y ait des qualités d'endurance aussi à travailler avec eux parce qu'ils ont aussi leurs acquis. Ils ont certes leurs acquis là-dessus sur l'explosivité, la vitesse, etc. Mais le rugby, ça reste un sport aussi où on reproduit les efforts, il faut un peu de cardio, mais effectivement c'est des phénomènes. Un joueur comme Waisea, il avait une facilité déconcertante parfois par rapport à ses coéquipiers qui devaient travailler 2 ou 3 fois plus pour atteindre le même niveau. C'est vrai qu'il y a de la facilité quand on le voit, même physique, il y a un détachement chez Waisea qui est assez étonnant. Waisea, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué physiquement parlant parce que il avait une vitesse de course lancée extraordinaire, une capacité à changer de direction aussi à très haute vitesse, ce que peu de joueurs ont. Un joueur comme par exemple comme Sekou n'avait pas forcément les crochets de Waisea. Mais bon, il a une vitesse extraordinaire évidemment Sekou, mais puis c'est un troisième ligne. Et c'est un troisième ligne. Mais voilà, mais c'est des joueurs qui ont une telle facilité et en plus de ça, ils ont une dextérité qui est incroyable. Donc on va sûrement le voir sur le match. Mais là, quand j'ai vu la compo là de l'équipe des Fidji, franchement, c'est très alléchant. Ouais. On va en parler évidemment. Quels sont justement les joueurs qui t'ont physiquement le plus bluffé dans ta carrière? Donc tu peux nous rappeler un petit peu peut-être ton parcours, ce que je disais préparateur physique au Stade Français, mais pas que. Oui. Rappelle-nous un peu ton parcours. Alors moi je suis passé aussi à l'époque il y avait le club du Lille Métropole Rugby qui existait. On était en Fédéral 1, on était monté en Pro D2, donc j'avais été le préparateur physique de l'équipe. Malheureusement on a eu une liquidation judiciaire, un dépôt de bilan, etc. Je souris parce qu'on en parle souvent parce que tous les lundis on a notre débrief rugby, notamment avec Joachim Beaumont qui était joueur, et donc c'est une histoire bien connue maintenant maintenant du chat. Donc, malheureusement j'ai fait ça, j'ai travaillé là-bas. Après j'avais rebondi aussi à l'autre club parisien qui est le Racing 92, donc j'avais eu la chance de faire un an avec les professionnels du Racing et là de côtoyer aussi justement des grands joueurs. J'ai eu des Dan Carter, des Joro Kosoko, il y avait Vakatawa déjà à l'époque ou pas? Il n'était pas encore Vakatawa, donc là c'était une super expérience aussi. J'ai collaboré un peu à l'époque dans la cellule recherche avec Grégory Dupont, c'est-à-dire au football, au LOSC. J'ai travaillé un petit peu dans le football. Je me suis occupé de l'équipe nationale aussi de Belgique en rugby sur la préparation physique. Et la deuxième division européenne, on va dire, pour schématiser. Exactement. Et là, j'ai pu apprécier aussi les différences entre la préparation d'une échéance comme un tournoi destination. Là, c'était le tournoi destination B en l'occurrence, et une saison de top 14 qui n'a rien à voir
voir. C'est pas du tout les mêmes logiques de préparation. Et ensuite, là, c'est ma 5e année du coup ici au Stade Français. Et voilà, je suis très content. C'était mon club de cœur quand j'étais enfant. Donc, t'as pas dit ça quand t'as signé au Racing. Non, mais c'est après, c'est la réalité des carrières. Évidemment, bien sûr. Justement, quels sont dans cette riche carrière les joueurs qui t'ont le plus bluffé physiquement? Est-ce qu'il y en a, tu dis vraiment, ou quand tu regardais les stats, tu disais hors norme, quoi? Hors norme, alors si je reprends par exemple le Stade Français, je pense que oui, des joueurs comme Sekou, YCA pour la vitesse, c'était quelque chose d'hyper impressionnant. Après, je retiens aussi souvent des joueurs qui ont été très professionnels, par exemple des Mornestein qui avaient des qualités physiques qui étaient très complets. D'accord. Les Dan Carter, très complets, hyper endurants, très rapides, très forts. Voilà, donc je sais pas forcément, il y en avait eu, franchement, il y en a eu beaucoup qui étaient impressionnants. Au Racing, il y avait Kamisha, il y avait des joueurs comme Wesley Kamisha, fallait quand même surveiller aussi parce que musculairement, il est extrêmement solide. Ouais. On diminuait pas un peu sa charge de temps en temps parce que... Alors justement, lui, je pense que les programmes étaient faits aussi pour éviter qu'il prenne non plus trop de muscles et être un peu plus sur de la force et de l'explosivité. Donc dans ce cas-là, la prise de muscle est un peu plus réduite. Mais voilà, donc là, c'était plus la définition du travail qu'on va faire avec lui qui était importante. Au Stade Français, oui, on a eu des phénomènes. On a eu Willem Alberts, par exemple, sur la force. Le Sud-Africain de 3e ligne. Ouais, j'en perds certains, mais j'ai connu Yohan Maestri, j'ai connu pas mal de joueurs très, très intéressants. Ouais, c'est toujours... Même Gaël Ficou, des qualités de vitesse impressionnantes. Voilà. Et est-ce que vous... alors, parce que je pense à des joueurs qui sont également passés par le Stade Français, mais qui ont pu décevoir un peu. Par exemple, je pense à Ngani Lomapé, qui était réputé pour avoir une vitesse, une puissance absolument incroyable. Ouais. Moi, je le suivais quand il jouait aux Hurricanes en Nouvelle-Zélande. C'était un des centres les plus rapides et puissants au monde. Ses performances, elles ont un peu déçu peut-être au Stade Français. Est-ce que vous voyiez à l'époque également que les datas étaient peut-être pas celles que vous attendez? Et deuxième question, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une question presque psychologique, un peu de spleen du côté de mal-être de côté de Ngani Lomapé? Mais je pense que tu as en partie répondu parce que voilà, ils perdent pas leur qualité physique en un mois de préparation avec nous ou en changeant d'équipe comme ça, ça se passe pas comme ça. Nous, on était très impressionnés par ces niveaux physiques de puissance. Voilà, c'était sur des machines, on avait des machines à air comprimé. C'était un des meilleurs. Il produisait des watts, des niveaux de watts très impressionnants. Après, cependant, c'est un être humain et l'adaptation au top 14, qui est un championnat qui est très différent de ce qu'on peut voir dans l'hémisphère sud. Où là, il avait sûrement aussi parfois un peu plus d'espace. Je crois qu'il a été utilisé parfois en rôle d'ailier aussi quand absolument. Il était chez les Hurricanes. Il jouait centre ailier. Ouais. Donc je pense que Ngani il s'est confronté aussi à un championnat où les défenses sont dures, resserrées, etc. Et il y a un temps d'adaptation à tout ça. Alors malheureusement on n'a pas pu voir s'il allait continuer à s'adapter ou pas positivement parce qu'il est parti au bout d'un an. Mais on avait quand même eu des bonnes choses. Je me rappelle un essai qu'il a mis à Toulouse à la dernière minute. Mais c'est vrai qu'il est arrivé avec le statut légitime d'un des tout meilleurs joueurs au monde et peut-être qu'on a été un petit peu déçu. Je riais pour le dernier commentaire, pas pour ce que tu disais. Si, Joachim a marqué à Lille. J'ai bien vu le commentaire. C'est la famille, c'est Théo de France, ancien joueur de Clermont qui joue hier Carcaran dans le chat. J'ai une question sur l'équipe de France parce qu'on parlait de la préparation physique, notamment en club, la différence entre un format court de compétition, 4 matchs, 7 matchs, 11 matchs, et un format de championnat. Nous, on a eu Alexandre Béconnier, qui est un joueur international, etc. Il nous disait que le niveau d'intensité des entraînements était encore plus fort que lors du tournoi Destination en équipe de France. D'accord. Alors que le tournoi Destination, pour le gagner, c'est 5 matchs. Et la Coupe du Monde de rugby, avec les matchs de préparation, c'est 11 matchs. Est-ce que tu crains, toi, avec un œil extérieur, on a vu qu'il y a eu beaucoup de blessures du côté de l'équipe de France, est-ce que tu as une petite crainte, en tant que spectateur, j'ai envie de dire, qu'on mette le curseur un peu trop haut quand on voit les blessures qui succèdent? Moi, je connais aussi la place que peut avoir le staff préparation physique de l'équipe de France en ce moment. Je connais leurs problématiques. Et il faut dire une chose qui est claire, c'est que les blessures, il y a
pas mal de paramètres qui peuvent expliquer une blessure. Il n'y a pas que la préparation physique, mais elles sont pratiquement inévitables sur des préparations de Coupe du Monde, de Top 14 ou de 6 nations. Pourquoi ? Parce qu'on flirte avec les limites du corps humain de nombreuses fois. On va essayer de tirer la quintessence aussi de ce qu'ils sont capables de faire. Si on veut faire la différence face aux autres équipes, il faut être capable d'avoir un plus. Donc, pour les personnes qui connaissent pas forcément, ils vont se dire ils sont pas intelligents, ils gèrent les choses, ils vont les pousser tout le temps. Mais aujourd'hui, vous avez des outils qui permettent quand même d'avoir de la logique, d'être rationnel, d'être progressif dans ce qu'on propose, et aussi on est capable aussi de dire à certains moments, là, il faut le faire récupérer. D'accord. Voilà, donc parfois on a même des marqueurs biologiques pour voir le taux d'inflammation dans le corps. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut juste faire confiance au staff sportif. Ils savent ce qu'ils font, ils ont de l'expérience. Et puis après, comme tu disais tout à l'heure aussi, il y a aussi d'autres facteurs qui sont l'humain, l'aspect mental et le physique. Il reste au service aussi du mental. Donc, il y a même fatigué, j'ai vu des joueurs capables de se sublimer, etc. Donc là, pour l'instant, pour moi, ça me paraît logique que, par exemple, l'équipe de France vous a peut-être pas montré encore son meilleur match. Mais je suis sûr qu'ils ont tout fait pour monter en puissance pour les quarts de finale. On peut prévoir aussi précisément un pic de forme au cyclisme. On disait, alors au cyclisme c'était peut-être pour masquer autre chose, je me permets de le dire, on avait des coureurs qui étaient bons une journée, quasiment extrêmement bons une journée dans l'année. Là en gros l'objectif, ce qui se murmure du côté du 15 de France, c'est d'être au max pour le quart de finale. Bien sûr. C'est-à-dire donc soit face à l'Afrique du Sud, soit face à l'Irlande, qui est notre ça va être le premier très 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 gros match. Est-ce qu'on peut aussi précisément fixer une sorte de pic de forme, et combien de temps il peut durer ce pic de forme ? Alors il n'y a pas de vérité absolue sur la manière d'obtenir un pic de forme, chacun un peu sa méthode, mais évidemment souvent ça va avec le fait de réduire la voilure sur le volume d'entraînement. Ils vont passer un petit peu moins de temps sur le terrain. D'accord. Sur les 2 dernières semaines qui vont précéder le match contre l'Irlande ou l'Afrique du Sud, on espère. On va réduire un petit peu les volumes d'entraînement, donc les distances qu'ils vont parcourir, etc., le temps passé, et puis on va garder cette intensité, donc ils vont continuer à faire des sprints, des accélérations sur le terrain. On va solliciter un petit peu le cardio sur des moments intensifs dans l'entraînement. Voilà, ça c'est des choses qu'aujourd'hui scientifiquement on maîtrise dans les sports collectifs, et notamment dans le rugby, et on sait que en faisant ça, en mettant les joueurs dans un affûtage, ce qu'on appelle de l'affûtage, on les affûte, on risque d'avoir un regain de forme pour le quart de finale. Donc je pense que là les coachs ont toutes les données pour maîtriser ça contre l'Irlande, et puis ils ont surtout le recul aussi ou l'Afrique du Sud. Tu vois déjà ton pronostic, c'est le quart de finale face à l'Irlande. Moi c'était la même chose, donc ça me déplaît pas. On va regarder un petit peu les questions, n'hésitez pas, je suis en compagnie de Martin Lenné, préparateur physique entre autres au Stade Français. On va suivre évidemment le match entre les Fidji et l'Australie dans quelques minutes ensemble, donc vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Salty Boy qui nous dit concernant la récupération, l'aspect anti-inflammatoire notamment des bains froids, est-ce que vous l'utilisez seul ou en couplant du chaud et du froid ? C'est des sujets techniques peut-être un peu pointus, mais qui intéressent vraiment les sportifs. Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément d'évidence scientifique sur ce qui est mieux, faire que froid ou chaud, froid, etc. On laisse le choix aux joueurs, mais évidemment, on va mettre des protocoles stricts par rapport à ça. On va essayer de faire passer le joueur au moins sur 9 à 10 minutes dans le bain froid à 10 degrés. Donc, si vous avez l'occasion de le faire un jour, essayez, c'est déjà une belle épreuve. Et puis, oui, parfois, ça nous arrive aussi de faire chaud-froid. On a les deux, on a un bassin chaud et un bassin froid au Stade Français. On sait que le chaud-froid, ça stimule un peu l'effet pompe là au niveau du cœur, donc ça peut être très intéressant aussi pour le retour veineux. On varie aussi. Ce qui est important aussi des fois, c'est de varier les méthodes pour pas que le corps s'habitue et il y ait une habituation. Voilà, ils en ont parlé beaucoup aussi, le staff du 15 de France, le fait de choquer les organismes, de surprendre les organismes, ça en fait partie aussi sur la récupération. Voilà. On a tendance aussi, quand on parle de joueurs, on a une valeur étalon, c'est un petit peu la valeur aux 100 mètres. On dit est-ce qu'il court en dessous des 11 secondes, etc. On sait que techniquement c'est assez dur parce que ce sont des départs arrêtés, ça demande une certaine technique. Est-ce que le 100 mètres, qui est une distance très rarement parcourue en réalité en match par les joueurs, est une valeur qui vous intéresse, ou est-ce que c'est plutôt un 30 mètres, un 60 mètres, une course lancée ? Les indicateurs de course, ça va être quoi ? Alors on va pas utiliser le 100 mètres
pour être honnête, parce que c'est une course qui est trop longue, trop longue et rarissime sur un terrain. Il faudrait une interception dans l'embut. Par contre, on va regarder des courses sur 40, 50 mètres, 30 mètres pour les arrières. On va regarder un petit sur des coups de distance un peu plus courtes pour les avant, les premières lignes, deuxième ligne, parce qu'en général, s'ils percent avec le ballon, ça dure pas plus de 20-30 mètres maximum. Mais c'est des indicateurs intéressants parce que ça nous permet de les discriminer sur la vitesse et voir le travail qu'il y a à faire avec eux. Et surtout aussi, on les évalue sur des 10 mètres, 5 mètres, 15 mètres, pour voir l'explosivité qui est peut-être une des qualités les plus importantes aujourd'hui dans le rugby, d'être capable d'aller très très vite sur quelques mètres. Voilà. Sur 10 mètres, les avants, ils arrivent à rivaliser, non, avec les trois quarts ou même à les dépasser. Ouais, ça fait partie justement des changements qu'on disait aujourd'hui, c'est que tu as des avants qui sont parfois plus rapides que les arrières sur 10 mètres, avec des poids de 20 à 30 kilos supérieurs. Donc ça, c'est très impressionnant. Après, la logique reprend son cours sur des distances un peu plus longues. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, tout le monde est censé être rapide. Là, on va voir sur le match Australie-Fidji que il y a des joueurs qui sont très très explosifs. Il y a c'est Tanila Tupou, c'est un athlète hors norme, mais je crois que la mécanique siffle un petit peu. Ça siffle un petit peu, mais voilà, si vous avez l'occasion aussi de voir un de ces matchs, quand on voit le poids qu'il a déplacé et la vitesse qu'il arrive à atteindre sur les premiers mètres, c'est impressionnant. Alors pour la petite anecdote, lors d'un séjour en Afrique du Sud, il était donc avec les Queensland Reds. Ils étaient allés faire un match en Afrique du Sud. Ils étaient dans un coin, pas forcément le coin le plus réputé. Quelqu'un a essayé de lui voler son téléphone à Tanila Tupou et ça s'est mal passé. Tanila Tupou a récupéré son téléphone. Il faut un certain courage. Avant de s'intéresser évidemment au match Australie-Fidji, tu as également eu des joueurs argentins, des internationaux argentins qu'on voit pendant la Coupe du Monde. Je pense à Kremer, je pense à Matera, il y en a peut-être d'autres qui m'échappent. Quand on décrit ces joueurs, on parle avant tout de leur mental, de leur grinta. Est-ce que ce sont également des athlètes hors normes ou en réalité dans la moyenne et c'est quelque chose d'autre qui va faire la différence pour leur talent de rugbyman? Alors moi, effectivement, cette grinta, il l'avait, notamment les joueurs qu'on a eu là au Stade Français, les Pablo Matera et Marcos Kremer, Nicolas Sanchez. Après, oui, ils avaient des qualités physiques hors normes. Bon, évidemment, moi, il y a un joueur qui m'a marqué, c'est Marcos Kremer. De par à la fois son professionnalisme et ses capacités d'entraînement, puisqu'il s'entraînait très très dur. Je peux vous dire que tous les entraînements, c'était la guerre avec lui. Et oui, il y a des profils de joueurs comme ça qui sont, lui, il était très très puissant, très très puissant, fort. Voilà, c'est des joueurs qui m'ont marqué un peu personnellement.